bouge un peu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors oui, ça fait quand même un moment que je suis pas revenu sur YouTube, ça fait je crois 2 mois. C'est pas possible. C'est surréaliste pour moi, là. Ah, c'est pas ouf, on est d'accord. Mais bon, de toute façon, pour ceux qui sont abonnés à mon compte Instagram, vous savez pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis quand même un certain moment. Abonnez-vous, c'est gratuit. Pour ceux qui sont venus regarder la vidéo, et ben let's go, on y va. Juste avant, je vais boire de l'eau parce qu'il y a tellement à dire que la gorge, elle va un peu souffrir sur les bords. Donc on y va. Je vous souhaite un bon visionnage. Let's go. Bon, c'est pas trop compliqué, BMW présente en 1961 au salon de Francfort le design de la 1500. La 1500 sera commercialisée en 1962 et fera quand même 80 chevaux. Alors en équivalent de maintenant, c'est une M2. Voilà, petite sportive assez sympa. Ils feront 4 générations de la 1500. La 1500, la 1600, la 1800 et la 2000. Alors pourquoi autant de générations? Je vais vous remettre un peu dans le contexte de pourquoi les marques même en général font ça. Et comme ça vous comprendrez même de toute façon pourquoi il y a une polémique entre la 1500 et la 1800 et à quoi ça sert de faire ce genre de choses. Alors depuis le début de l'automobile, les marques font ça. Ils prennent une voiture de base déjà homologuée et en fait ils vont apporter des modifications. Voilà, c'est juste ça. Alors, ils vont faire pas mal de choses, tu vois, par exemple, ils vont augmenter la puissance du moteur, ils vont prendre la boîte et, par exemple, faire des rapports plus courts, plus secs, pour que ça passe plus vite, qu'elle soit plus sportive. Comme par exemple la Porsche GT3, et ben on a la GT3 RS. Les marques vont faire ce genre de choses, ou sinon ils vont faire des éditions. Et en fait, ils vont juste changer, par exemple, le modèle et le style de voiture. Ils vont peut-être à des moments changer un petit peu le design, mais ça va pas changer grand-chose. Et voilà. Et le truc en plus qui est super sympa, c'est que ça donne de la nouveauté à la marque, et on va se l'avouer, ça rapporte plus d'argent sans forcément qu'ils en perdent. Donc voilà, c'est business is business. On va se l'avouer quand même. Hein. Here comes the money. Donc du coup voilà, en tout ils font ces plusieurs générations de la 1500. Alors on va pas se concentrer sur les 4 générations, on va en prendre 2, la 1500 et la 1800. Petit truc, vous allez pas trop comprendre au début, mais après vous allez comprendre pourquoi il s'est passé ça. Et c'est grâce à ce petit problème qui a créé la marque que vous connaissez bien. Alors la 1500 elle fait 80 chevaux et la 1800 elle fait 90 chevaux. Bon là vous voyez pas trop, on est d'accord. Entre la 1500 et la 1800 il y a 1 an d'écart. Et entre la 1500 et la 1800 c'est le même prix. What? Alors, peut-être que vous n'avez pas trop compris, mais admettons, je vous donne un exemple. Vous prenez la dernière BMW et elle fait 400 chevaux et elle coûte 50 000 €. On est d'accord sur ce point-là. 1 an après, BMW présente à peu près la même voiture, sauf qu'elle fait 500 chevaux, elle coûte le même prix et il n'y a que 1 an d'écart. Vous voyez un petit peu le bordel? C'est clair, on est tous dans la merde. Alors il va falloir qu'on s'en sorte tous collectivement. Forcément, les gens, ils ont pété un peu un câble, il y a eu quand même une sacrée polémique, et c'est tombé dans l'oreille de quelqu'un que peut-être vous connaissez bien, Burkhard Bovensiepen. Et lui-même propriétaire d'une 1500 se dit mais pourquoi j'augmenterais pas la puissance de ma 1500? Et il le fait. Alors vous vous dites mais il a pas d'expérience le gars. Si, dans le garage d'un de ses amis bien avant la 1500 il avait une Fiat 1500 et il avait essayé de modifier le carburateur, sauf que la voiture fumait noire et c'était pas si fiable que ça, mais il avait déjà essayé et il avait déjà touché à ce genre de mécanique. Bon c'est italien, là ça va être allemand. Il va essayer de modifier le carburateur de sa 1500 et il y a un truc qui est plutôt pratique, son père, et alors retenez bien ce que je vais vous dire parce que c'est très important pour la suite de l'histoire. Son père est fabricant de machines à écrire et forcément il a des outils de précision. Donc il prend sa petite 1500, les outils de précision de son père et il va modifier le carburateur et le moteur en général de sa 1500. C'est pas compliqué, il a réussi. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Il gagne 15% de puissance, il passe de 80 chevaux à 92 chevaux, donc en plus il a plus de chevaux que la 1800. En plus, c'est fiable et ça lui a coûté 500 €. Pardon? 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 Et du coup, il va présenter sa voiture aux journalistes et en plus à BMW en personne. Tu vois à quel point le mec il pèse quand même. Et en plus, BMW vont tellement approuver la fiabilité de son carburateur qu'ils vont carrément lui laisser la garantie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la garantie, c'est quand tu achètes une voiture, si tu n'as pas encore dépassé les 2 ans et ta voiture a un problème, et ben c'est aux frais de BMW. Par exemple, si les sièges, il y a une couture qui s'est déchirée, tu amènes ta BM et si tu ne payes pas, c'est BM qui prennent à leur charge la voiture. Bon, après quand tu dépasses les 2 ans, c'est toi qui payes. Voilà.
voilà, bon ça c'est un autre délire. Mais voilà, ils vont vraiment approuver son projet. Et le truc, comme je vous ai dit, c'est que les journalistes, ils ont tellement adoré et ils en ont tellement parlé que ça fait de la pub pour lui. Et c'est pas compliqué. Il a pris une partie de l'usine de son père et en fait tu vois littéralement des gens qui fabriquent des machines à écrire d'un côté et de l'autre côté des gens qui fabriquent des moteurs. Alors ils fabriquent pas des moteurs, ils les modifiaient et ils modifiaient vraiment tous les moteurs des BMW 1500. Ils ont rapporté des clients et forcément il a pu voir qu'il pouvait créer un business grâce à ça et il a créé la fameuse marque que vous connaissez bien, Alpina. Alors en réalité, la marque Alpina sera créée en 1965 officiellement, mais il appellera ses voitures Alpina bien avant. Peut-être que vous posez la question d'où vient le nom Alpina. Et bah petite anecdote, vous vous rappelez de son père qui fabriquait des machines à écrire? Et bah la marque de ces machines c'était Alpina. Et en 1967, il créera le logo Alpina que vous connaissez tous, ce logo qui est juste magnifique, moi j'adore. Et en plus Alpina a eu tellement de succès que BMW commence à travailler avec Alpina et ils sont même allés en course forcément et ils ont fait de l'endurance, du rallye et de la course de côte. Alors bien évidemment, qui étaient les gens qui conduisaient ces voitures? Des gens pas trop connus, on va se l'avouer quand même. Derek Helt, James Hunt, Niki Lauda, Jackie X, Harold Helt, Hans Stuck. Et c'est pas compliqué, Niki Lauda avec une Alpina a battu le record des 6 heures du Nürburgring avec une BMW 3 litres CSL. Alors, vous ne connaissez pas l'histoire de la BMW 3 litres CSL? Bon, BMW en 1971 confie la 3 litres SC à Alpina pour le développement d'un modèle particulièrement important en termes d'image de marque, que ça soit pour BM et que ça soit du coup pour Alpina, surtout en termes de course. BMW leur donne carte blanche pour la préparation. Résultat final, une BMW plus que magnifique, la BMW 3 litres CSL. Elle fera 250 chevaux et elle fait un 0 à 100 en 6 secondes 7. Et en même temps, du coup, c'est là qu'Alpina va mettre ses fameuses jantes à 20 bâtons. C'est des pures légendes. Vraiment, elles sont juste magnifiques. Mais on pourrait se poser la question, à quoi ça sert? Bah, principalement, c'était pour différencier les Alpina aux BMW. Bon, après, on avait quand même aussi la couleur. Les BMW étaient blanches, bleues et rouges. Et les Alpina étaient entièrement vertes. Mais en 1977, après quand même une bonne saison pour Alpina, ils arrêtent la compétition et ils se concentrent plus sur la fabrication de leur voiture et en 1978 ils présentent 3 kits. Le premier kit va sur la série 3 E21, elle passe de son 4 cylindres à un 6 cylindres de 2,8 litres et elle s'appellera la B6. La deuxième est une série 5 E12 qui s'appellera la B7 Turbo et elle partagera le même kit avec la série 6 E28 qui s'appellera la B7 Turbo Coupé qui passe de 218 chevaux à 300 chevaux. Mais Alpina n'a pas fini, forcément. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! En 1983, le ministère des Transports leur donne le statut de constructeur. Alors peut-être qu'on pourrait se poser la question, à quoi ça sert le statut de constructeur? Quand tu restes au statut de préparateur, en fait, tu vas devoir acheter une voiture de base et après tu vas devoir la faire modifier. Que le statut de constructeur, c'est directement écrit Alpina sur la carte grise et c'est pas écrit BMW. En 1988, BMW présente la série 5 E34, mais Alpina n'a pas dit son dernier mot et un an après, ils présentent la B10 Biturbo. Ils ont rajouté 2 turbos en plus pour une puissance de 360 chevaux et elle fera une vitesse max de 289 km/h. Juste pour vous dire, c'est à cette époque la routière la plus rapide du monde. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé la regarder, moi j'ai beaucoup aimé la faire, et puis bah juste l'histoire à apprendre c'était incroyable, enfin voilà, l'histoire même en elle-même elle est incroyable, donc voilà, bon. Bien évidemment, vous connaissez la musique, abonnez-vous, mettez un like si vous avez aimé, puis bien évidemment, mettez un commentaire. De toute façon, qu'est-ce que je dis? Vous êtes déjà abonné à cette chaîne YouTube, vous avez déjà mis la cloche pour être notifié. Jeudi prochain, 18 h. Voilà, tout est normal, on est d'accord. Bon, je vous dis à une prochaine vidéo, à jeudi prochain, 18 h, n'oubliez pas. Ciao! Ouvrir sur les bords, donc on y va. Ouais, c'est la magie. Voilà.